Eh bien, on se trouve dans ce qu'on appelle généralement le Saint des Saints, hein. Vous savez, cet endroit où la direction est présente. Ça veut dire que peut-être pour la première fois, en tout cas pour moi, je me retrouve en face de Stéphane, un des fondateurs. Il me semble que vous étiez trois, Stéphane, mais je pense que ce serait mieux que je te laisse la parole. Comment et quand Gigamic est né? On sait que ça a 26 ans. D'où est venue l'envie, le désir de créer ce qui devient, ce qui est maintenant Gigamic? Je te laisse le micro. Ouais. Au départ, c'est donc une histoire de trois frères qui voulaient travailler ensemble. On est six garçons dans la famille. Et on s'est retrouvés en mars 91 dans une ferme pour se dire qu'est-ce qu'on fait. On avait envie de travailler ensemble, de créer quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on sait pas faire, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire avec les moyens qu'on avait qui étaient très limités puisque c'était 300 000 francs. Et on s'est très vite dit que nous voulions maîtriser un produit grand public qu'on vende dans le monde entier. Donc c'était de l'édition. Ça aurait pu être du livre, ça aurait pu être de la musique, ça aurait pu être du meuble, ça aurait pu être des luminaires. Et six garçons du Nord, on jouait pas mal, donc voilà, ça a été du jeu de société. C'est comme ça que Gigamic est né. Tu dis que ça aurait pu être plein de choses. Tu dis que vous jouiez beaucoup. Donc, quoi qu'il en soit, vous aviez au moins de façon intuitive une connaissance de ce qui sera le cœur de fabrique, les produits et les jeux de société Gigamic. Mais est-ce que, à l'époque, on remonte quand même à 26 ans, vous aviez connaissance, conscience de ce qu'était le jeu de société, de ce qu'était le marché à l'époque et des potentiels débouchés qu'il pouvait y avoir, parce que j'imagine que ça n'a plus rien à voir maintenant. Ça n'a plus rien à voir et à l'époque, on a rencontré pas mal de gens, des éditeurs, des distributeurs, les gens du concours de Boulogne-Billancourt, qui nous ont tous dit c'est un métier de fou. Il y a une mortalité d'entreprise énorme, ce qui était vrai, parce que je vais y revenir après. Et à l'époque, la plupart des intervenants du marché pensaient que le jeu vidéo allait complètement tuer le jeu de table. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'on s'est lancé sur ce marché-là juste au bon moment. Nous ne sommes pas des joueurs invétérés comme le sont la plupart de presque tous les membres de l'équipe que vous avez rencontrés aujourd'hui. On est des chefs d'entreprise, d'abord. On a créé Gigamic en tant que chef d'entreprise, pas en tant qu'auteur de jeu ou que joueur patenté. Le premier salon du jouet auquel on a participé en janvier 92, nous étions une quinzaine d'éditeurs ou de distributeurs nouveaux sur le marché et que 3 ans après, il n'en restait plus qu'un, il ne restait plus que nous. Parce que c'est un métier de passion et que beaucoup d'intervenants dans le métier sont d'abord des auteurs ou des passionnés de jeux avant d'être des chefs d'entreprise. Et ce qui nous a sans doute permis de passer les 10 premières années qui ont été vraiment compliquées, c'est ça. On est d'abord des chefs d'entreprise. C'est assez intéressant. Je vais me permettre du coup d'aller un petit peu plus loin. C'est vrai que côté passionné, côté joueur, et puis c'est la plupart du temps le cas pour les gens qui sont sur le site de Trick Track, on pense en passionné, et donc du coup on se dit ouais c'est forcément le jeu, et puis le côté entreprise, le côté entrepreneurial, les grands comptes, les chiffres, il faut vendre le produit. Oh là 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 là, c'est quand même beaucoup moins chouette et beaucoup moins fleur bleue que l'aspect juste allez on est une bande de potes et on va jouer. Tu as dit deux choses donc du coup pour rebondir là-dessus, c'est les premières années n'ont pas été simples. Et puis, malgré tout, vous avez survécu. Alors du coup, la question qui vient derrière, c'est est-ce que c'est parce que vous êtes arrivé avec une vision de chef d'entreprise, d'entrepreneur, et donc malgré tout de survie financière, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait le dire, est-ce que tu penses que c'est ça qui vous a permis de tenir? Est-ce que c'est parce que vous aviez fondé le projet sur cette façon d'entreprendre, ou est-ce que c'est parce que vous avez fini par trouver ce qu'on appelle une locomotive? Comment est-ce que justement la survie a pu se faire au milieu d'un milieu relativement, à l'inverse, passionné? La chance y est pour beaucoup. Lorsqu'on a vérifié que ce dont je te parlais à l'instant, en rencontrant pas mal de gens, que notre projet était viable ou pas, on a rencontré les gens de Boulogne-Billancourt qui nous ont parlé d'un certain jeu qui s'appelait 4-4, qui est devenu Quarto,
Et Quarto sans Quarto, Gigamic ne serait plus déjà depuis longtemps. L'aspect chef d'entreprise n'empêche pas d'avoir une certaine charte au niveau des produits. Cette charte, c'est amusant parce qu'elle a été écrite par nous. Le dossier, je peux te le ressortir, de mars 91. Et si on reprend ce dossier et qu'on lit la charte des produits, on n'en est jamais sorti. C'est assez amusant parce que cet objectif d'amener vraiment quelque chose sur la table qui permette à des gens de passer un bon moment, et si possible à des gens qui ne parlent pas forcément la même langue, qui n'ont pas forcément la même culture, qui n'ont pas la même couleur de peau, cette charte, elle est restée vivante. Elle n'a jamais été particulièrement écrite ni dite à toutes nos équipes, mais nos équipes l'ont intégrée. Donc l'aspect entrepreneurial n'empêche pas qu'on ait le respect de ses clients et qu'on ait le respect de l'idée qu'on se fait de son métier. Du coup, les premières années démarrent, vous découvrez ce qui est devenu Quarto, la première locomotive certainement pour Gigamic. Arrive forcément le moment où de trois frères, si je peux me permettre, on commence à se dire là ça suffit plus, il va falloir qu'on embauche. Alors tout ça démarre quand et nous amène jusqu'à combien actuellement si on trace un petit peu ce temps historique de développement et des premières embauches et structurations autour de Gigamic pour raconter un petit peu cette histoire. Avec Quarto, on est devenus des spécialistes parce que c'est un tout petit milieu et que tout le monde se connaît. On a été un petit peu étiquetés comme étant des spécialistes du jeu de réflexion pour 2 joueurs en bois. La niche de la niche. Et pendant 10 ans, on a édité des jeux en bois de réflexion pour 2 joueurs, ce qui nous a fait connaître, mais ce qui était extrêmement limitant. Et donc pendant 10 ans, on a eu un mal fou à dépasser les 10 millions de francs de chiffre d'affaires. 1,5 million d'euros. À l'époque, nous étions distribués en France par une société qui s'appelait la SMIR de France. Et le patron de cette boîte, qui était un pote, a eu la bonne idée de revendre à quelqu'un avec lequel on ne pouvait pas travailler. On ne s'imaginait pas pouvoir travailler. Et donc à cette époque, on s'est dit, on va diffuser nos produits nous-mêmes et on va diffuser des jeux complémentaires. Et ça a été le vrai départ de Gigamic. On a ajouté à notre activité d'éditeur pur, de propriétaire de jeux qu'on vend dans le monde entier, on a ajouté un aspect distribution. Ça nous a permis de décoller sur un plan chiffre d'affaires, ça nous a permis de décoller sur un plan de résultats, ça nous a permis d'embaucher des Mathilde, des Étienne, qui sont eux des passionnés de jeux. Ça nous a permis de connaître d'autres types de produits, puisque les produits que l'on coédite en français étaient différents. Pic Plume, c'est un jeu pour les enfants. Il y en a eu comme ça beaucoup. Et donc, entre les embauches de jeunes passionnés, le fait de travailler des produits différents, nous-mêmes, dans notre propre ligne, on a ajouté à cette niche des jeux de société en bois pour 2 joueurs, des jeux de cartes, des jeux d'ambiance, des party games et un certain nombre de choses. Ça, c'était en 2002 ou 2003, donc il y a une quinzaine d'années. Du coup, on en arrive, entre guillemets, à ce qu'on connaît davantage maintenant, puisque Gigamic, c'est une vingtaine de personnes. J'espère que je ne me trompe pas, en tout cas, tu me corrigeras. On en arrive à donc cette image qu'on a un petit peu plus classique pour Gigamic, le distributeur, l'éditeur, mais il me semble, alors est-ce que ça a un lien avec cette charte dont tu parlais tout à l'heure, avec toujours ce gène, ou en tout cas cette façon de faire, et puis tu l'as dit aussi tout à l'heure en disant non, on ne s'imaginait pas pouvoir travailler avec un tel, c'est-à-dire en tout cas l'envie de garder. Alors, c'est pas, on pourrait croire qu'au départ, c'est parce que c'est le jeu de société, mais visiblement pas automatiquement, de garder, disais-je, l'aspect très humain,
l'aspect si on s'est tapé dans la main, c'est qu'on s'est fait confiance et donc du coup on travaille en bonne intelligence. Du coup, on arrive à une entreprise où visiblement, et on l'a vu tout au long du reportage, les gens prennent plaisir à d'une part être ensemble, on s'arrête et puis on prend le café tous ensemble à la pause de 11 heures, on sort faire des animations et on y va tous ensemble, etc., etc. Donc du coup, malgré une évolution qui va vers de plus en plus de professionnalisation de ce marché de niche dont tu parlais, Gigamic a tenu ou garde ce gène partenarial humain à travers toute son histoire. C'est assez amusant parce que les choses, là encore, elles ne sont pas réellement écrites, mais le simple fait de choisir des collaborateurs lorsqu'on les recrute fait qu'on a tendance à recruter des gens qui partagent, et ça je pense que c'est vrai dans n'importe quelle PME, qui partagent un certain nombre de valeurs, même si le mot est un peu fort, et sans faire d'angélisme. C'est vrai que on se réveille souvent le matin avec mon frère, puisque le troisième frère est parti il y a une quinzaine d'années pour des raisons perso. On se dit souvent qu'on a une chance folle de travailler dans un univers qui est un univers assez gai, assez joyeux, de vendre des trucs qui normalement doivent apporter un peu de bonheur aux gens, et de travailler avec une équipe qui prend plaisir. Et c'est vrai que c'est une réelle chance. Et c'est pas un hasard, les choses elles arrivent parce qu'on a envie, parce qu'on tient très fort à ce que humainement il y ait quelque chose d'un peu solide et qui dure. Voilà. On va repartir un tout petit peu sur la situation un peu plus actuelle. Alors, tu, en toute confiance, nous as livré justement cette première barrière d'un chiffre d'affaires à dépasser et qui du coup a été rendue possible au moment où Gigamic devient distributeur. Si on fait un petit tour d'horizon de la situation actuelle, on a discuté tout à l'heure avec l'export sur la nouveauté de la distribution aux États-Unis. Du coup, 54 pays dans lesquels il y a des partenaires ou des jeux Gigamic qui transitent. Donc du coup, Gigamic actuellement, c'est combien de personnes? De ton point de vue, en tout cas à toi, puisqu'on parlait de cette démarche entrepreneuriale, 2017, 26 ans, Gigamic, c'est quoi, combien, quel volume? En tout cas, dans ce qui est bien évidemment possible de dire sans enfreindre des secrets juridiques. Gigamic aujourd'hui, c'est 28 personnes ici, sur le site de Vimereux. C'est une équipe de 4 personnes en Chine, des Chinois qui sont nos salariés, qui sont là pour l'aspect production, logistique, contrôle de qualité de nos produits à nous. C'est un responsable marketing aux États-Unis, donc à la grosse louche, c'est une grosse trentaine de personnes. Gigamic, c'est une activité qui, depuis 10 ans, en moyenne, connaît une croissance de chiffre d'affaires de 15%. C'est un objectif à très court terme d'un chiffre d'affaires d'une quinzaine de millions. Gigamic est une entreprise qui fonctionne bien, qui ne roule pas sur l'or, mais qui a largement les moyens de financer son développement. Et puis, on va arriver à l'évolution. Alors déjà d'une part de façon personnelle et on reviendra d'une façon entrepreneuriale dans un deuxième temps. Ce marché du jeu de société, tu en parlais tout à l'heure, marché de niche, et éventuellement même quand c'était le jeu abstrait, le jeu à deux, le jeu en bois, le jeu de réflexion, c'est le niche de la niche. Tout ça a quand même bien évolué en 26 ans. Et du coup, cette évolution de l'intérieur, ou en tout cas pour toi, pour vous, avec tes frères, comment est-ce que vous le voyez, comment est-ce que vous l'avez vu évoluer et comment est-ce que vous l'avez vécu? Je te disais tout à l'heure qu'on avait eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance parce qu'on est rentré sur un marché qui était un peu condamné par ses propres intervenants. Et on réalise qu'en fait, la génération des joueurs de jeux vidéo est aussi une génération qui joue aux jeux de plateau, aux jeux de table. Et ça, c'est une vraie chance. On a vu le mouvement naître en Allemagne au tout début, il y a 25 ans, auquel on participait peu puisqu'on vendait en Allemagne, mais pas tant que ça. On a vu la chose arriver en France il y a une quinzaine d'années.
La plupart des gens que vous avez interviewés aujourd'hui sont des gens qui sont des joueurs et qui se retrouvent régulièrement entre eux, avec une bande de potes, pour jouer à des jeux nouveaux, donc ce sont des consommateurs de jeux. Et le mouvement est en train de se développer également aux États-Unis. Ça, c'est plus récent, il y a 3 ou 4 ans. Et c'est ce qui explique le fait que, à l'inverse de tous les autres pays étrangers, on est tenu à prendre en charge notre distribution là-bas. Le marché du jeu de société est, à mon avis, un marché pérenne. Nous, ce qu'on imagine, et on essaye de garder un œil là-dessus, c'est que de plus en plus, il va y avoir des croisements en termes de licence, en termes de technologie, entre des univers qui sont très connexes, à savoir le cinéma, le jeu vidéo et le jeu de plateau. Et je ne suis pas certain que ça se fasse toujours dans le sens qu'on imagine, c'est-à-dire que je ne suis pas certain que ce soit toujours le cinéma qui abreuve le jeu vidéo ou le jeu de plateau. Il est bien possible que les choses se fassent dans l'autre sens. Et donc, peut-être que tu t'y attendais, la deuxième partie de la question est sur cet aspect un petit peu plus de l'entreprise, en ce qui concerne du coup Gigamic et son évolution. Par rapport à tout ça, comment est-ce que le futur peut s'entrevoir? On voit qu'il y a des entreprises, et Gigamic en fait partie, qui grossissent de plus en plus. L'internationalisation est de plus en plus présente. On n'attend pas simplement que le nouveau marché émerge dans tel ou tel pays. On va aussi à la recherche et on provoque cette émergence de nouveaux marchés. Il y a eu aussi, on peut le dire, des rachats et donc du coup des boîtes qui deviennent de plus en plus grosses et de plus en plus internationales. Gigamic garde quand même visiblement cette taille humaine, mais est-ce que ça peut tenir ad vitam aeternam? Est-ce que c'est juste une question de décision, ou est-ce que non, on le sait déjà, ou vous le savez déjà, à l'avenir, ça voudra dire grandir, ou ça voudra dire racheter, ou ça voudra dire être racheté? C'est peut-être un petit peu, je ne demande pas forcément la boule de cristal, mais j'imagine qu'il y a forcément une réflexion là-dessus aussi, et que peut-être il y a quelque chose à en dire. Comme tout marché relativement pérenne et relativement profitable, je t'ai dit tout à l'heure que Gigamic ne gagnait pas des fortunes mais payait sa croissance allègrement. L'univers du jeu de société est constitué de 3 types d'entreprises: les très grosses, les multinationales, les petites et les moyennes. Et on constate quand même depuis quelques années que les financiers s'intéressant à ce marché-là parce qu'il est rentable ont mis de l'argent dans un certain nombre d'entreprises, Asmodée pour ne pas la nommer par exemple, et que ces financiers sont des gens qui, eux, regardent essentiellement l'aspect entrepreneurial et profitable de la chose, ce qui explique que ils attendent de la croissance, ils attendent de la hausse. Et les entreprises en question, les grosses, enfin les petites, les moyennes qui sont devenues grosses, ne peuvent pas forcément croître uniquement de façon interne. Et donc, ça donne lieu à des acquisitions de plus petits intervenants. Le marché est en train de se concentrer. Ce que sera Gigamic dans 15 ans, honnêtement, valeur minute, je n'en sais rien. Je suis sûr d'une chose, c'est que Quarto, Corridor ou Catamino me survivront allègrement. Ça, j'en suis certain. Je suis sûr d'une autre chose, c'est que l'aspect humain dont on a parlé fait que, quoi qu'il arrive, notre équipe est très importante pour nous. Je suis sûr d'une troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de repreneurs familiaux, parce que c'est une chose qu'on avait fixée dès le départ avec mes frangins. Donc forcément, un jour ou l'autre, Gigamic passera sous une autre coupe, très probablement. Te dire qui, quand, quoi, je n'en sais rien, parce que vraiment, j'en sais rien. Mais j'imagine que la très forte personnalité de notre entreprise et de nos produits fait qu'un repreneur, quel qu'il soit, n'a pas intérêt à tout démonter. Donc voilà, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus pour le moment.
Un grand merci Stéphane, on va aborder un dernier petit sujet si tu le veux bien, je t'ai déjà pris suffisamment de temps. On parlait tout à l'heure du côté ascendant ou descendant entre les cross-médias, cinéma, nouvelles technologies. Est-ce que ce sera un passage obligé? Alors du coup, ça c'est plutôt un petit peu peut-être le joueur qui pose la question. Est-ce que je dois m'attendre à voir sur ma table? Est-ce que ce sera une obligation que d'avoir de plus en plus de tablettes, licences de films, ou à l'inverse retrouver au cinéma l'univers dans lequel je jouais autour d'un jeu de plateau? Est-ce que ce sera le passage obligé ou est-ce que simplement il va falloir que le marché évolue et se cherche, mute, trouve de nouvelles voies, quitte à ce que des gens disent ben non, je veux continuer d'éditer des jeux comme il y a 30 ans parce qu'il y a encore des joueurs qui veulent jouer à des jeux comme il y a 30 ans. Comment est-ce qu'on peut voir cet aspect beaucoup plus jeu, boîte et jeu de plateau dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent? Est-ce que ça sera obligatoire ou pas? Je ne suis pas un spécialiste de la chose, euh, mais moi je demeure convaincu que des dames, des échecs, un tarot, ça restera toujours. Qu'il y aura toujours des joueurs pour jouer à des jeux très classiques, Scrabble ou autres. Je suis convaincu aussi que les jeunes joueurs, la jeune génération qui crée le marché, parce que c'est cette génération-là qui crée le marché, sont des gens qui sont multi-technologies et que dès le moment où on apporte quelque chose de plus de la réalité augmentée avec une tablette ou un smartphone, euh, il y a forcément un marché, il y a forcément des débouchés commerciaux, et que ça n'empêche pas, la technologie n'empêche pas de continuer à conserver un- une règle de jeu intéressante, un concept nouveau, un vrai produit qui sera très probablement augmenté de par la technologie. Voilà. Ce sont des choses qui existent déjà et qui vont certainement se développer. Trick Track, depuis plus de 15 ans, accompagne justement cette évolution du marché du jeu de société. Pas forcément pour parler de Trick Track en lui-même, mais de tout ce qui a été et de tout ce qui permet encore en à côté, en médias, pour démocratiser et rendre encore plus grand public le jeu de société, notre passion. Comment est-ce que vous l'avez vu arriver? Comment est-ce que vous l'avez vu se développer? Alors que ce soit Trick Track ou même les médias un petit peu plus généralistes et informatifs autour du jeu de société. Et puis, quelle en est pour vous l'importance? Ou d'ailleurs, peut-être pas, pas question ici de brosse à reluire ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est justement côté entrepreneurial, côté entreprise, côté éditeur et distributeur. On va renvoyer un petit peu l'ascenseur. Et comment est-ce que vous avez vu, comment est-ce que vous nous avez vu, comment est-ce que vous avez besoin de nous ou pas d'ailleurs peut-être. Et justement, l'important est là de voir ce qu'il en est. On a une vraie chance en France. Vos, vos abonnés, vos internautes qui vous visitent tous les jours, et nous, les professionnels, d'avoir un site communautaire comme celui de Trick Track. Il y a peu de pays où ça existe. Très peu. Aux États-Unis, il y a Board Game Geek. Il y en a. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. C'est véritable chance. Et ça, c'est pas de la brosse à reluire, je le pense sincèrement. Le, les avis que vous émettez sur votre site, les avis de vos internautateurs, comme dirait Fall, on les regarde. Ils sont importants parce que ça peut faire naître des vrais succès, ou ça peut tuer un produit d'ailleurs. Les deux existent. La plupart du temps, on a, nous, aucun problème, mais lorsqu'on en a eu, c'est pas arrivé souvent, on vous l'a dit. Mais vos avis sont vachement importants et ils génèrent après du succès ou de l'échec. On en parlait avec Mathilde ce matin. Le jeu Flamme Rouge, qui est sur le papier un jeu auquel on n'est pas forcé de croire, dans lequel nous on a cru. La passion de Fall pour le jeu, pour le vélo, et la jonction avec cette équipe a fait que le jeu probablement va connaître du succès. Donc c'est vachement important. Mathilde travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, pour une entreprise comme la nôtre qui est de taille moyenne, qui n'a pas les moyens de faire beaucoup de mousse autour d'elle,
les réseaux sociaux et un site communautaire comme TrickTrack sont hyper importants. Alors du coup, je vais aller plus loin. Les réseaux sociaux se développent, les éditeurs, les distributeurs s'emparent aussi de ces nouveaux moyens de communication, et c'est pas un gros mot, de marketing, de publicité, etc., etc. Est-ce que le fait de reprendre la main, entre guillemets, sur ça, ne risque pas de rendre caduque l'importance que pourrait avoir un média généraliste communautaire en disant, ben voilà, maintenant c'est bon, merci, on va s'occuper de tout? Le site communautaire a un avantage énorme pour les gens qui le visitent, c'est l'indépendance. Et on peut faire et dire ce qu'on veut. Lorsque c'est Mathilde ou Stéphane ou qui que ce soit de Gigamic qui parle, il y a forcément dans l'esprit de la personne qui regarde ou qui écoute ou qui lit l'idée que c'est son métier en même temps que de vendre sa camelote. Un site communautaire comme le vôtre a cette image d'indépendance qui est, je pense, réelle et qui est irremplaçable. On arrive au bout, ça y est, ce coup-ci j'arrête, je me la ferme. Oui, Germain, t'es où? Ah, Germain, t'es là. Voilà, je pense qu'on a pris suffisamment de temps. En tout cas, merci vraiment, Stéphane. Alors bien évidemment, on aurait pu interroger l'autre frangin, et même encore l'autre frangin pour avoir un petit bout d'histoire. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour ce temps que tu nous as accordé. C'était suffisamment rare, je m'en suis délecté. Je te laisse juste, éventuellement, que ce soit une phrase philosophique ou pas du tout, juste histoire de parler de bière ou d'autre chose, le mot de la fin, il sera pour toi. Merci Stéphane. Le mot de la fin, cette réunion commerciale la semaine dernière, où deux de nos jeunes nous ont fait part d'un salon auquel ils participaient, un salon professionnel, avec des agents commerciaux avec lesquels on travaille depuis 25 ans. Et ils se sont fait traiter de petits GIR. GIR, c'est notre nom de famille. Et ça nous a beaucoup amusé parce que ça dénote un réel esprit d'entreprise et ça nous fait vachement plaisir.